Bonjour, j'espère que vous allez bien. Encore une fois, c'est votre hôte Sonny pour un nouvel épisode de Bienvenue à Deux mois à vous avec Sonny Loubaki, le podcast du peuple, pour le peuple, fait par un gars du peuple. Bon. Bon. Comme prévu, je reviens avec un nouvel épisode. La suite de celui que j'ai posté en retard samedi, dans la nuit de samedi. Désolé, parce que c'est un épisode que j'aurais dû sortir bien avant, au courant de la semaine dernière, mais j'ai été retardé, horaire du temps oblige, donc j'ai pas pu sortir cet épisode-là avant. Donc je l'ai sorti en panique. Je l'ai enregistré en panique jeudi, je crois. Puis j'ai réussi à faire mon montage, tout ça, vendredi. Puis finalement, samedi matin, en revenant de travailler, je l'ai déposé. Donc, désolé à mes abonnés. Si cet épisode-là est arrivé trop tard, je vais faire attention pour les prochaines fois. Donc, voilà, c'est ça. Donc, c'est ça. Hier, qu'est-ce qui avait lieu? C'était le UFC 252. Avec comme combat principal la trilogie entre Stipe Miocic, le champion des poids lourds du UFC, qui a récupéré sa ceinture il y a quelques mois, contre l'ancien champion, poids lourd qui l'avait détrôné, et two division champion, Daniel DC Cormier. Donc, les deux étaient 1-1 au niveau des victoires. Dans le premier combat, Cormier a causé la surprise en passant le KO assez rapidement à Miocic au premier round. Il est devenu champion dans deux divisions. Puis suite à ça, Miocic, lui, était complètement abasourdi, il était complètement, pas démoli, mais il était choqué. Parce qu'il ne considérait pas que Daniel Cormier était vraiment une vraie menace pour lui. Donc, il a milité beaucoup pour pouvoir avoir son combat revanche. Il a eu son combat revanche. On sait que il a manqué de se faire, il a manqué de se faire dépasser par Brock Lesnar. Parce que Daniel Cormier voulait défendre sa ceinture contre Brock Lesnar et chercher un gros chèque avant de prendre sa retraite. Mais comme j'ai dit dans mon dernier épisode, Monsieur Lesnar et son agent Paul Heyman ont été un petit peu trop gourmands. Le UFC n'ont pas aimé ça, donc le combat n'a pas eu lieu. Donc, il y a eu un combat revanche qui a été accordé à Miocic. Daniel Cormier a dominé, je dirais, les deux premiers rounds ont été dominés par Daniel Cormier. Et au troisième round, Miocic a commencé à attaquer au corps. Au quatrième, il a passé le KO. Mais tout ça, je l'explique dans mon épisode que j'ai fait dernièrement. Donc, allez l'écouter, puis vous allez avoir plus de détails. Donc, pour le UFC 252, écoutez, j'ai vu le combat préliminaire, j'ai vu la carte principale, quelques combats dans la carte principale. Je peux pas dire que j'ai été, sublimé par la carte. Alors, à vrai dire, je pourrais vous dire que j'ai été, pas déçu, mais écoutez, les UFC ont énormément de combattants et combattantes. Ils ont un gros contrat de télévision avec ESPN, qui appartient à Disney. Le conglomérat Disney. Donc, ça veut dire qu'ils doivent livrer beaucoup d'événements. Donc, ça fait beaucoup de pay-per-view et beaucoup d'événements sur la télévision câblée. Donc, c'est ça, parce que leurs combattants et combattantes, ils doivent se battre, ils doivent manger, puis le UFC doit livrer des événements. Donc, ça fait qu'il y a beaucoup d'événements, puis ça fait que, étant donné qu'ils ont beaucoup de combattants, mais le talent est un petit peu dilué. Donc, des fois, certaines cartes vont être très bonnes, d'autres ne seront pas très bonnes. Puis on sait aussi que les combattants et combattantes, certains ne sont pas payés très très cher, comparativement à l'effort qu'ils donnent dans la cage. Donc, ils deviennent beaucoup des businesswomen. Puis,
comment dire, certains deviennent très calculateurs dans leur combat. Certains ne vont pas donner leur 110% dans les combats parce qu'ils ne veulent pas se blesser, parce qu'ils se disent je suis capable de gagner ce combat-là sans me blesser. Pourquoi j'en ferais trop? Puis en plus, je peux me positionner dans les classements. Puis si j'avance bien, je peux me rapprocher d'une chance au titre. Donc, c'est ça qui fait que des fois, certains combats ne sont pas très excitants. Puis je parle pas que je veux juste voir des KO, puis moi ce que je m'intéresse c'est de voir deux gars se taper sa gueule, deux filles se taper sa gueule, qui a du sang, puis tout le monde crie là. Moi j'aime les arts martiaux mix dans son intégralité. Ce que j'aime des arts martiaux mix, c'est que justement, tu peux te battre debout, pieds-poings, genoux-coudes, et tu peux te battre au sol, soit faire de la lutte pour amener ton adversaire au sol, et au sol tu peux faire du ground and pound, ou tu peux faire du jiu-jitsu brésilien. Donc, tu sais, j'aime les arts martiaux mix dans son intégralité. Tout ce que je dis, c'est qu'il y a certains combats qui. Ce n'est pas toujours intéressant. Pour être poli. Mais quand je dis que le talent est dilué, je dis pas que les combattants certains ne sont pas bons. Non, tout ce que je dis, c'est qu'ils sont bons et bonnes, mais le niveau que ça prend pour être au UFC, c'est une coche au-dessus de toutes les autres organisations. T'sais, quand tu es signé au UFC et tu combats au UFC, c'est que tu es supposé être dans l'élite, de la crème, des combattants et combattantes d'arts martiaux mix sur la planète. Donc, mais des fois, on se rend compte que certains ne font pas nécessairement partie de l'élite. Donc, je vais y aller avec un petit compte rendu des combats qui m'ont intéressé, puis après ça, je vais y aller direct avec le main event, parce que c'est ça qui nous intéresse. Donc, moi, ce que j'ai regardé, j'ai vu John Dodson contre Merab Dvalishvili. Dvalishvili qui était sur une séquence de 5 victoires de suite. Si je ne me trompe pas, 4 ou 5 victoires de suite. C'est un combattant très en vue chez 135 livres. C'est un partenaire d'entraînement de Aljamain Sterling. Il est entraîné par Matt Serra et Ray Longo à New York. Donc, Dvalishvili, si je ne me trompe pas, c'est un Georgien. Il vient de la Géorgie et il est naturalisé américain. Donc, c'est ça. Puis John Dodson, lui, c'est un ancien prospect chez 125 livres qui a affronté Demetrius Johnson, ou je dirais l'ouragan Demetrius Johnson, qui n'en a fait qu'une bouchée. Et depuis que Demetrius Johnson est parti, la catégorie des 125 livres n'est pas le seul abandon, mais Dana White a souvent indiqué qu'il désirait s'en départir, donc, mais il n'a pas réussi parce que lui, son plan, c'était de faire affronter TJ Dillashaw et Dominic Cruz. Pas Dominic Cruz, non. Henry Cejudo, excusez-moi, je te parle. Le plan du UFC et de Dana White, c'était de faire affronter le champion des 135 livres de l'époque, TJ Dillashaw, et Henry Cejudo, celui qui a battu Demetrius Johnson pour gagner la ceinture de 125 livres. Mais ça s'est pas passé comme qu'il voulait pour Dana White. Henry Cejudo a passé KO à TJ Dillashaw au premier round. Donc, puis en plus, peu de temps après, Henry Cejudo est devenu champion des 135 livres. Donc, c'est ça. Fait que John Dodson, lui, dans le fond, il a monté chez 135 livres parce qu'il s'est dit que les 125 livres, c'est mort. Donc, si je vais avoir une chance de faire de l'argent et de me rapprocher une chance à un titre, puis d'être vu, mais je vais aller chez 135 livres. Donc, il a affronté Merab Dvalishvili. C'était un combat quand même. Comment je peux expliquer ça? John Dodson a eu des beaux déplacements, il s'est bien défendu, sauf qu'il a manqué un peu d'agressivité. On a vu, il arrivé aussi, tu as vu aussi qu'il n'était pas très affûté, parce que chez 125 livres, c'était un combattant quand même affûté, mais à 135 livres, il était légèrement gras, je pourrais dire. Puis il semblait manquer de rapidité. D'après moi, monter de catégorie, ça n'a pas été très bénéfique pour lui, parce qu'il y a vraiment... On n'a pas vu le John Dodson qui était très rapide et très explosif chez 125 livres. On a vu un John Dodson qui manquait de rapidité, qui avait des bons réflexes, mais qui manquait de rapidité. Puis, tandis que de l'autre côté, Merab Dvalishvili qui était légèrement plus grand, qui était affûté, taillé au couteau.
Lui, écoutez, Dashville, sa force, c'est la lutte, mais il est très complet. Il est capable de se battre debout en pied-point, puis il n'a pas peur il a pas peur d'engager, puis il est toujours devant toi. Il a un cardio vraiment, un excellent cardio. On dirait qu'il est jamais fatigué. Puis peu importe qu'est-ce qu'il essaye, s'il réussit pas, il va essayer d'autres choses. Puis dans le combat, il a essayé plus de 20 tentatives de takedown, si je me trompe pas. Il en a réussi environ 3. Puis, sauf que Dodson, c'est un lutteur aussi, donc il a bien défendu les takedowns, puis il a pas subi de dommages, puis il a réussi à se relever assez rapidement. Donc, ça n'a pas été comment dire, ça n'a pas été une démolition, mais Dashville en a clairement fait assez pour pouvoir, comment dire, pour pouvoir remporter la victoire. En plus, c'est un prospect pour la ceinture des 135 livres. Donc, je dis pas que c'est arrangé, mais le hasard fait si bien les choses des fois. Hein. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a eu Herbert Burns contre Daniel Pineda. Herbert Burns, c'est le petit frère de Gilbert Burns, un combattant qui se bat chez 170 livres, puis qui est aspirant à la ceinture de Kamaru Usman. Donc, Herbert Burns, c'est un Brésilien. Puis il s'entraîne dans la même team que son frère, évidemment. Il est dans la même team que Kamaru Usman. Puis c'est une team. Cette équipe-là, leur force à pas mal tous les combattants là-dedans, c'est qu'ils ont une excellente lutte et un excellent jiu-jitsu. D'ailleurs, Herbert Burns, c'est un jiu-jitsu black belt. Donc, dans son équipe, c'est tous des grapplers de haut niveau. Et il y en a quelques-uns aussi qui sont des très bons strikers aussi. Donc, c'est ça. Daniel Pineda, lui, c'est un combattant originaire du Texas qui effectue un retour après 6 ans au UFC. Il avait eu quelques problèmes personnels, je crois. Des blessures, tout ça. Puis, il avait été tenu à l'écart. Ça fait 6 ans qu'il n'avait pas combattu au UFC. Puis, écoutez, c'était un combat très serré. Premier round, je vous dirais que ça c'est, comment dire, Burburn a réussi des bonnes amenées au sol. Il a essayé un peu de soumission. Daniel Pineda s'est très bien défendu. Il n'a pas subi vraiment beaucoup de dommages. Finalement, au deuxième round, Pineda a amené Burn au sol. Puis finalement, il l'a terminé en ground and pound. Donc, c'était une victoire par KO technique ou TKO qu'on peut dire, parce que l'arbitre a arrêté le combat. Parce qu'il y a un coup de coude ou un coup de poing qui a passé, puis tu as vu que Burn, ça l'a sonné, puis il avait plus moyen de réagir. Puis en plus, ensuite, il s'est fait prendre en une sorte de crucifix. En fond, Pineda était sur lui, une jambe sur un bras, puis le corps puis les bras qui contrôlaient l'autre bras, puis il frappait, puis Burburn, il n'y avait pas vraiment de moyen de sortir de là, donc l'arbitre, il a tout simplement arrêté le combat, parce que ça ne servait à rien de le laisser se faire mal, parce que il n'y avait pas vraiment de moyen de sortir. Quand tu es pris dans un crucifix, là, c'est que faut que tu sortes rapidement, sinon c'est fini pour toi. Donc, Daniel Pineda qui remporte une victoire par KO technique. Puis une très belle victoire pour son retour au UFC après plus de 6 ans d'absence. Ensuite, le combat des poids lourds, le premier, parce qu'il y en avait 2 sur la carte principale. Junior Dos Santos et Jairzinho Rozenstruik. Jairzinho Rozenstruik, qui lui est le premier ministre des Sports de son pays, le Suriname, un petit pays d'Amérique du Sud. Puis lui, M. Rozenstruik, est premier ministre des Sports. Donc, un politicien qui fout des volets à d'autres personnes. Après moi, quand vient le temps de négocier des projets de loi, je pense qu'elles sont au Parlement, au Suriname, au Parlement fédéral. D'après moi, les autres députés ne doivent pas trop chercher la merde avec lui. Donc, Jorge Dos Santos, lui, c'est un ancien champion poids lourd, si je ne me trompe pas. Puis lui, il était impliqué dans une trilogie avec Ken Velasquez. Il a battu Velasquez pour lui soutirer la belle. Velasquez qui venait de gagner cette bête-là contre
Brock Lesnar, si je ne me trompe pas. Dos Santos l'a battu au premier round, dans le premier combat. Ensuite, il a défendu sa ceinture contre lui. Puis ensuite, Ken Velasquez l'a rebattu 2 fois. Donc, c'est ça. Puis Dos Santos a affronté le champion Miocic. Il l'a battu une première fois par KO, alors que Miocic n'était pas champion. Puis ensuite, Miocic, quand il est devenu champion, voulait un combat revanche contre Dos Santos. Puis ce coup-ci, Miocic a passé le KO à Dos Santos. Donc, chez les poids lourds, c'est, on va dire, il y a tellement de puissance que un coup de poing peut faire toute la différence. Puis si tu ne fais pas attention, mais tu peux comment dire, tu peux te ramasser à dormir très rapidement. Quant à M. Rosenstruck, c'est un monsieur qui a environ, je ne me trompe pas, 4 ou 5 victoires par knockout d'affilée. Puis sa dernière victoire était contre Alistair Overeem. Écoutez, M. Rosenstruck s'est fait dominer tout le long du combat. Overeem l'a emmené au sol environ 4 ou 5 fois au cours du combat. Même debout, Overeem dominé. Même debout, Overeem s'est très bien défendu contre les attaques de Rosenstruck. Rosenstruck, lui, c'est un champion de kickboxing et de Muay Thai. Puis Overeem aussi, c'est un champion de kickboxing. Il a gagné le K1. Mais Rosenstruck, Rosenstruck, c'est un gars qui avance tout le temps. Puis Overeem, c'est plus quelqu'un qui fait des déplacements. Puis il te frappe, il se tasse, il te frappe, il se tasse. Mais Overeem, son menton est très affaibli par les knockouts qu'il a subi. Donc, contre Rosenstruck, il a fait très attention à ne pas rester devant lui. Donc, à chaque fois qu'il voyait que Rosenstruck était trop dangereux, il l'a emmené au sol. Mais, au troisième round, alors qu'il restait même pas à peine 20 de secondes, même pas 15 secondes, je crois, Rosenstruck a lâché une droite ou une gauche à la mâchoire d'Overeem. Le coup de poing est tellement rentré que, il y a une dent d'Overeem qui a transpercé sa mâchoire. Donc, puis l'arbitre, c'était Dan Miragliotta. Puis, il restait vraiment. Quand Overeem est tombé au sol, il devait rester même pas 5 secondes. Puis, Rosenstruck, Grand Empire Overeem. Puis, Miragliotta a arrêté le combat. Ce qui est très dommage pour Overeem parce que c'est arrivé à même pas 20 secondes de la fin du troisième round parce qu'il s'en allait vers une victoire majoritaire. Donc, vous voyez à quel point que M. Rosenstruck est vraiment dangereux. Une autre de ses victimes, ça a été Andrei Arlovski, l'ancien champion des poids lourds. Arlovski, présentement, quasiment tous les poids lourds ils ont passé dessus. Donc, c'est comme rendu un peu un gatekeeper pour savoir où t'es rendu quand t'es chez les poids lourds. Puis, Dos Santos, lui, sa force, c'est quoi? Dos Santos, c'est un gars de Jiu-Jitsu, il est black belt en Jiu-Jitsu. Mais sa force, c'est vraiment la boxe. C'est un boxeur. C'est un excellent boxeur. C'est vraiment ça sa force. Des kicks, il n'en utilise pas beaucoup. Il en utilise un peu, mais pas beaucoup. Mais sa force, c'est vraiment la boxe. Parce que Rosenstruck, lui, c'est un kickboxer, un artiste du Muay Thai. Les deux ont un point en commun. Lequel? Ils ont été victimes de l'ouragan Ngannou. Quand je dis victime, c'est victime. Le combat Dos Santos contre Ngannou, ça n'a même pas duré. Ça a duré même pas 2 minutes environ. C'était un coup de poing, un petit coup de poing sur le menton. Un petit coup de poing. En vrai, c'est un coup de poing sec sur le menton que Dos Santos est tombé. Puis il a clairement montré qu'il n'en voulait plus. Donc le combat a été arrêté. Puis, pourtant, Dos Santos, c'est comment dire. C'est un combattant de puissance, c'est un gars très puissant, puis il a pas peur des guerres, tout ça, mais je pense. Ngannou est réputé pour être comment dire. Moi, je pense que c'est lui qui cogne le plus fort chez les poids lourds. Je pense pas qu'il y ait quelqu'un présentement qui frappe plus fort, qui a déjà frappé plus fort. Mais Ngannou aussi frappe sec aussi. Il frappe très sec. Donc, c'est ça. Dos Santos, après sa chute au sol, a pas demandé de reste, donc le combat a été arrêté. Rosenstruck, lui, ça s'est passé encore plus rapidement. En plus, Rosenstruck avait callé out Ngannou sur les réseaux sociaux. Il avait callé out Ngannou, puis il avait dit Ngannou, on s'y met dessus, toi puis moi. One on one. N'importe quand, vous attendez-tu?
Ngannou a répondu au message. Il a dit d'accord. Puis il a dit en entrevue, Rozenstruik va regretter de m'avoir callé out. Il va le regretter. Mais moi, avant le combat, j'étais, comment dire, parce que Ngannou, c'est un gars qui frappe très fort, mais c'est pas, exemple, il a fait un peu de kickboxing aussi chez les amateurs avant de commencer en MMA. Mais OVM, pas OVM, Ngannou se fait beaucoup trop sur sa puissance dans ses combats, alors qu'il y a d'autres armes à sa carte. Il est capable d'aller au sol, il est capable de faire un peu de jiu-jitsu, il est capable de faire des kicks, il y a des kicks très puissants, mais il sert pas de toutes ses armes. Tout ce qu'il fait, c'est il baigne, puis il veut juste à t'arracher la tête, si vous pouvez me le permettre. Puis ça m'inquiétait un peu dans le sens que s'il prenait Rozenstruik à la légère, ça pouvait être dangereux parce que Rozenstruik, c'était un combattant très puissant. Puis c'était un gars de Muay Thai et de kickboxing. Donc je me suis dit que si Ngannou ne fait pas attention, il pourrait avoir une surprise. Mais écoutez. Non! Ça, j'en ai parlé dans un autre épisode. Ça ne s'est pas très bien passé pour Monsieur Rozenstruik. Ça n'a même pas duré 30 secondes. Donc, puis je croyais que Rozenstruik était mort. Donc, c'est ça. Rozenstruik et Dos Santos ont été deux victimes de M. Ngannou. Donc, ils s'affrontaient pour avoir une chance au titre. Puis ça, c'est une chose qui m'énerve un peu chez les poids lourds. La catégorie, il y a tellement de personnes, il y a beaucoup de combattants, mais elle est très faible, la catégorie. Dans le sens que, à part le top 5, il n'y a pas grand monde qui se démarque. Puis dès que tu alignes 2 ou 3 victoires, tu peux avoir une chance au titre. Ce que je trouve un peu ridicule. Je trouve que c'est vraiment, vraiment ridicule. Comme vous voyez, là, Rozenstruik a remporté son combat, il va peut-être avoir une chance au titre. Si Dos Santos aurait remporté le combat, il aurait peut-être une chance au titre. C'est comme tu as Derek Lewis qui a remporté son combat la semaine passée, il va peut-être avoir une chance au titre. Donc, ça n'a comme pas de sens. Puis un autre combattant dont j'ai oublié le nom, qui s'est fait passer KO 2 fois par Ngannou, puis suite à sa dernière victoire, il a demandé à avoir une chance au titre. Donc, ça a comme aucun sens. Ça a comme aucun sens. Tu sais, Francis Ngannou a complètement nettoyé la catégorie, à part les numéros 1 et 2. Puis tous ceux qui sont derrière lui, mais la plupart, ils étaient tous battus pour la plupart. Donc, je trouve que ça n'a pas vraiment de sens, mais bon. Écoutez, on va voir la suite des choses. Et en plus, Rozenstruik a eu le culot de recaller out une deuxième fois Ngannou. Donc, écoutez, il y en a qui comprennent pas puis apprennent pas de leurs erreurs. Là. Puis Rozenstruik, il a dit, j'espère que je vais avoir une chance au titre. Puis si jamais je l'ai avant Ngannou, mais je gagne la ceinture, je vais donner une chance à Ngannou. Ou si Ngannou a le combat avant moi, puis il remporte le combat, j'espère qu'il va me donner un combat revanche. Donc, ça n'a aucun sens, mais écoutez, il n'y a comme pas le choix. C'est que la catégorie est tellement faible que pas mal ceux qui sont dans le top 5 ou qui s'approchent du top 5 avec une victoire peuvent avoir une chance au titre. Donc, c'est ça. Le co-main event, c'était Sean O'Malley contre Marlon Vera. Sean O'Malley, qui est, comment dire, très populaire sur les réseaux sociaux, très flamboyant. Il est revenu il est revenu il y a quelques mois d'une suspension d'1 an pour consommation de marijuana. Ouais, parce que tu n'as pas le droit de consommer de la marijuana quand tu t'approches d'un combat. Parce que les tests permettent de déceler des traces quand même très longtemps pour l'avoir consommé. Donc, quand tu approches un combat, tu n'as pas le droit de consommer de stéroïdes, tu n'as pas le droit de consommer de drogue. Donc, Sean O'Malley lui avait été testé positif à marijuana. Donc, il a été suspendu 1 an. Puis, il est revenu il y a quelques mois. Il y a 2 mois environ. Il y a 1 ou 2 mois, il est revenu à la compétition. Il a remporté son combat par KO. Puis, c'est quelqu'un qui s'enlignait pour être un prospect pour le titre des 135 livres, qui est détenu par Peter Yan. Mais là, il y avait un très gros bandwagon. Il y avait un très gros bandwagon pour Sean O'Malley. Mais là, son bandwagon a comme été. Comment je pourrais dire? A comme été déraillé. Donc, c'est ça. Donc, Sean O'Malley, c'était un prospect pour la ceinture 135 livres. Puis il y avait un gros bandwagon par rapport à lui.
Mais le bandwagon a un peu déraillé hier parce qu'il s'est fait passer KO assez rapidement par Marlon Vera. Mais je tiens à préciser qu'il s'est blessé durant le combat. Dans le fond, il a fait un. Je pense qu'il s'est blessé. Probablement sur un kick qu'il a porté. Il a envoyé un kick durant le premier round, puis il semble s'être fait mal au pied. Puis ensuite, durant, durant le combat, il a fait un faux mouvement. Puis en reculant, puis en faisant son faux mouvement, il s'est comme plié, son pied a plié. Donc je pense qu'il était déjà blessé à cause d'un kick qu'il avait donné. Puis en plus, ce faux mouvement-là, puis sa chute qu'il a faite, il s'est blessé au pied. Encore plus. Donc à partir de là, il était plus capable comment dire, de bien faire ses déplacements. Déjà avant, il avait de la misère à se déplacer, tu voyais que ça allait pas bien. Puis là, finalement, il y a un coup de Vera qui l'a emmené au. Comment dire? Je pense, je me trompe pas, c'est Vera qui l'a emmené au sol. C'est pas un coup, mais c'est un takedown qui l'a emmené au sol, je crois. Puis il y a eu du ground and pound. Puis tu voyais qu'il avait très mal au pied. Donc il était pas à de se défendre intelligemment. Donc l'arbitre a arrêté le combat. Puis Sean O'Malley subit sa première défaite au UFC, par KO en plus, alors que lui-même est un artiste du KO. Donc Sean O'Malley comment dire, sa blessure au pied, ça semblait être grave. Donc d'après moi, on ne le verra pas pendant au moins 3 à 6 mois. Il ne pourra peut-être pas s'entraîner. Donc écoute, ça vient de. Comment dire ça vient de beaucoup faire dérailler son bandwagon. Puis c'est sûr que Dana White et le UFC ne doivent pas être très contents. Donc, mais écoutez, O'Malley était très vocable sur les réseaux sociaux. Puis il se voyait quasiment déjà affronter Peter Yan. Il était même entré dans une guerre de trash talk avec Cody No Love Garbrandt. Donc, ça va peut-être lui remettre les idées en place. Puis peut-être qu'il va revenir peut-être un peu plus humble parce que en sport de combat, il y a beaucoup de combattants qui sont très arrogants, qui sont pas très humbles, sont persuadés qu'ils peuvent battre n'importe qui. C'est sûr, je comprends quand, quand tu combats en arts martiaux mix ou en sport de combat, peu importe, si tu crois pas que tu peux battre n'importe qui, mais t'as rien à faire là, c'est sûr. Mais n'importe qui peut te battre aussi. T'sais, quand tu rentres, peu importe ton talent, peu importe ta rapidité, ta puissance, ta technique, quand tu rentres sur le ring, dans la cage, tout peut arriver. Un coup peut passer dans ta garde, ou tu peux ne pas avoir ta garde, tu peux manger un coup de pied, un coup de poing, un coup de genou, un coup de coude, ou tu peux te faire ramener au sol, peu importe, il peut arriver quelque chose, puis tu te fais passer le KO, tu te fais passer une soumission, ou l'arbitre arrête le combat parce que tu te défends pas intelligemment, donc il faut jamais croire que. Oui, il faut croire en ton talent, oui, il faut croire à tes forces, mais il faut pas se croire, comment dire, invincible, parce que tu peux avoir des surprises, puis quand tu as des surprises, ça peut te faire très mal. Je parle pas nécessairement physiquement, je parle mentalement. Donc, je pense qu'O'Malley, son ego en a pris un coup. Il est jeune, écoutez, il est jeune, il a 25 ans, je crois, 24 ou 25 ans. Donc, peut-être il va nier, puis il va dire oh non, dans le fond, Vera, il n'est pas de mon niveau, il m'a battu parce que je me suis blessé au pied, mais sinon je l'aurais battu. Mais avant qu'il se blesse au pied, sur un kick, je crois, comme je vous dis, oui, il a fait un faux mouvement pour se faire mal au pied, mais il a envoyé un kick, on est pendant le combat, puis on a très bien vu qu'après ça, ses déplacements semblaient problématiques. Donc, puis même à ça, Vera, au niveau des attaques, il n'y avait rien à envier à O'Malley. Les attaques, même que Vera a lancé pas mal plus de coups de pied, de coups de poing. O'Malley était plus en déplacement, puis à l'analyser, puis il semblait plus chercher le gros coup, tandis que Vera, lui, il allait pour en volume, parce qu'il devait se dire, je vais l'avoir à l'usure. Donc, c'était un combat déjà très serré, puis Vera, c'était pas mal lui l'agresseur, même si O'Malley se défendait très bien. Donc, je pense pas qu'on peut. Oui, sa blessure au pied, il a fait très mal. Et évidemment, ça a joué dans sa défaite, mais avant de se blesser au pied, le combat était très très serré. Donc, Sean O'Malley, c'est un combattant qui a beaucoup de potentiel. C'est un gars qui a pas langue dans sa poche. Puis, c'est un beau combattant à voir combattre. Donc, j'espère qu'il va guérir sa blessure, qu'il va retourner à l'entraînement pour s'améliorer encore plus, comme qu'il l'a fait pendant un an qui a été tenu à l'écart, où il a dit qu'il avait très 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 beaucoup amélioré son grappling. Donc, j'ai hâte de le revoir. J'ai hâte de revoir
Sean O'Malley, Sugar Sean O'Malley. Encore plus compétitif, parce que je pense que à 25 ans, écoutez, présentement, c'est un des plus beaux espoirs du UFC. Puis je crois que ce gars-là, dans une couple d'années, même un an ou deux, s'il amène beaucoup de victoires, on pourrait le voir très très rapidement pour une chance pour affronter le champion, peu importe ce sera qui. Donc voilà pour le main event. Maintenant, allons au main event. La finalisation de la trilogie entre Stipe Miocic, le champion poids lourd, qui a récupéré sa ceinture, face à l'ancien champion Daniel DC Cormier. Donc, Daniel Cormier qui avait annoncé qu'il voulait faire un dernier combat avant de prendre sa retraite. Miocic aussi, il parlait de retraite, mais finalement, hier, après le combat, c'était pas clair finalement s'il voulait prendre sa retraite ou pas. Donc, j'avais dit dans des choses par rapport à ça, mais là, c'est plus clair si Miocic veut prendre sa retraite ou pas. Donc, il semble vouloir continuer. Parce que lui, il disait, je sais qu'il disait qu'il trouvait qu'il n'était pas assez très bien payé au UFC. Puis lui, Miocic, c'est un pompier. Puis il dit qu'il gagne très bien sa vie en tant que pompier. Donc, manger des coups pour une paye pas tant intéressante que ça. Il s'est dit que ça va, il ne sait pas si ça vaut encore la peine. Parce que oui, il a une paye dans les 100 000 et plus, mais au niveau où il est, avec les victoires qu'il a enlignées, avec le fait d'être champion, je pense que 400 ou 500 000 $ pour nous, c'est beaucoup, mais pour quelqu'un de son niveau qui combat en sport de combat, un 500 000 $ ou 600 000 $ de paye, c'est rien. Là. Quand on sait que des boxeurs sont peut-être même pas de son niveau, ou de son niveau en boxe, peuvent aller chercher des minimums entre 2 et 5 millions de bourses par combat. Donc, quand on voit qu'il y a un gars comme Stipe Miocic, qui n'est peut-être pas le plus gros vendeur, mais qui a sa base de fans, touche environ 500 000 $ par combat. On comprend pourquoi que le gars il se dit, ouais, c'est sûr que comme pompier, je fais pas ce salaire-là, mais, comment dire, je subis pas autant de dommages quand je travaille. C'est sûr que tu peux mettre ta vie en jeu quand il y a des incendies, mais dans l'octogone, un mauvais coup peut te faire beaucoup de dommages. Tu peux te blesser au genou, tu peux te blesser au coude, tu peux te blesser au cou, tu peux subir des graves commotions cérébrales, tu peux même perdre la vie. Donc, je comprends quand lui dit que la paye qu'il reçoit ne vaut peut-être pas les sacrifices qu'il fait. Donc, c'est ça. Donc, comment le combat s'est déroulé, mais moi j'avais dit, mais écoutez, si DC aurait fait le combat qu'il devait faire, au lieu d'être orgueilleux encore une fois, il aurait remporté le combat parce qu'il a emmené Miocic au sol au premier round, puis ça s'est bien passé. Il a quand même dominé le premier round. Le deuxième, c'était serré, mais je l'ai donné à Cormier. À partir du troisième, le vent commençait à tourner. Puis je ne me trompe pas, après le deuxième round, Miocic a envoyé une gauche qui a fait tomber Cormier. Il restait une trentaine de secondes. Il restait environ une vingtaine de secondes. Après ça, Miocic a embarqué sur Cormier. Il a rué de coups, mais il restait peut-être 10 secondes. Donc, l'arbitre a laissé la chance à Cormier de s'en sortir. Parce que sinon, ça aurait peut-être pu être considéré comme un arrêt trop rapide, même si Cormier était clairement en danger. Puis, comment dire, le combat aurait pu être arrêté à ce moment-là, mais l'arbitre lui a laissé la chance. C'était son dernier combat, puis en plus, c'était l'ancien champion, puis Cormier a montré que c'était un tough, tout ça, donc l'arbitre a dit on va laisser une chance. Donc, mais quand le round a fini, on a vu que Cormier était très ébranlé, très sonné. Donc, c'est ça. Puis, les eye poke, les doigts dans les yeux, les deux se sont servis la médecine, les deux. Au premier round, DC a envoyé un doigt dans les yeux de Miocic. Puis on a très bien vu que le doigt est très bien rentré. Au troisième round, c'est Miocic qui, en empêchant Cormier d'avancer, il y a un de ses doigts qui est rentré dans les yeux de Cormier. Puis ça l'a vraiment, comment dire, ça l'a vraiment affecté Cormier. C'était vers la fin du troisième round. L'arbitre ne l'a pas vu, mais au premier round,
l'arbitre a vu quand Cormier a envoyé un doigt dans les yeux de Miocic. Fait qu'il a laissé du temps à Miocic de pouvoir récupérer. Tandis que Cormier, lui, l'arbitre l'a pas vu. Fait qu'il lui a pas laissé le temps de récupérer. Puis tu as vu que ça a vraiment affecté parce que l'œil à Cormier était à moitié fermé. Puis il a très clairement dit à son coin pendant la pause qu'il ne voyait pas très bien. Donc, puis le combat était. Moi, je trouve que le combat était serré. Mais oui, Miocic, comment dire, les coups les plus significatifs, c'est Miocic qui les a envoyés. Tu as vu qu'il a envoyé des bons coups qui ont sonné Cormier. Cormier aussi a envoyé des très bons coups, il a bien jabé, il a kické beaucoup. Mais il n'a pas assez lutté. Cormier n'a pas assez lutté. Il a voulu montrer à Miocic qu'il pouvait y faire mal, puis tu voyais très bien que sa stratégie c'était de le knocker. Puis encore là, son coin, ils ont encore dit d'ici, lutte avec lui. Si tu luttes avec lui, il ne pourra pas tenir la route. Mais on sait que lutter, ça demande beaucoup d'énergie quand tu luttes. Et Cormier, c'est quelqu'un qui, comment dire, que, il a un bon cardio, mais il n'est pas en très bonne forme physique. Donc, lutter pour lui, ça en demande beaucoup. Surtout contre un combattant contre Miocic qui est capable de se défendre au sol. Donc, il a très bien vu que Miocic était capable de se défendre beaucoup. Tout ça fait qu'il s'est dit, ça vaut peut-être pas la peine de dépenser l'énergie à essayer de l'emmener au sol, je vais me brûler. Donc, il reste debout avec lui, puis malheureusement. Puis Miocic a encore essayé des coups au corps, mais Cormier, il a bien bloqué, il a bien défendu. Puis lui aussi, Cormier a envoyé quelques coups au corps à Miocic. Donc, moi, c'était un combat qui était serré. Le premier round, le premier puis le deuxième, je l'ai donné à Cormier. Le troisième puis le quatrième, je l'ai donné à Miocic. Puis le cinquième, il était serré. Donc, puis étant donné qu'il y a une règle non écrite en sport de combat, que quand puis pour battre le champion, tu dois démolir le champion. Puis si le combat est serré, puis le champion a réussi à donner comment dire, a réussi à envoyer les meilleurs coups, ben, tu donnes une victoire au champion. Donc sur 5 rounds, ça fait, selon moi, si tu mets ça du bord du champion, ça fait 3 rounds à 2. Donc ça a fait que Cormier a gagné une décision majoritaire. Parce que les trois juges, ont vu, selon eux, que Cormier avait remporté le combat. Donc c'était une victoire par décision majoritaire de Miocic. Est-ce que j'aurais été surpris si Cormier a remporté le combat? J'aurais été peut-être un peu surpris parce que je pense pas qu'il y en ait assez fait pour remporter le combat. Est-ce que j'aurais dit que c'était un vol? Non, ça n'aurait pas été un vol si Cormier avait eu la victoire. Mais je pense que Miocic en a fait assez. Puis c'est le champion. Donc, si tu veux battre le champion, mais tu dois le battre hors de tout doute. Puis Cormier, malheureusement, ne l'a pas fait. Donc, Cormier, il était très fâché après le combat. Il n'est même pas resté pour la remise du titre. Puis pour une entrevue, il est parti, il a quitté. Donc, il était pas content. Mais Cormier, lui, de mars, il est commentateur. Puis c'était son dernier combat en carrière. Puis il va rester commentateur pour l'UFC. Puis Cormier, il va très rapidement s'en aller au Hall of Fame parce que c'est l'un des meilleurs combattants livre pour livre de l'histoire du UFC. Champion dans 2 divisions de poids. Champion aussi dans 2 compagnies différentes. Athlète olympique, donc c'est sûr que Daniel Cormier va s'en aller au temple de la renommée. Puis en plus, il y a seulement 2 combattants qui ont réussi à le battre dans toute sa carrière. Donc c'était ça pour les UFC et tout. Donc vous pouvez me laisser vos commentaires si vous me regardez, si vous écoutez mon épisode de manière visuelle sur YouTube. Vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez poser un commentaire, vous pouvez partager sur vos réseaux sociaux. Ensuite, si vous m'écoutez sur PodCloud, sur Spotify, sur Apple Podcasts, sur Google Podcasts, sur Google Balado, sur Balado Québec et sur tout autre bon podcasteur ou podcatcher, excusez-moi. Vous pouvez me suivre, vous cliquez suivre quand vous voyez mon podcast, puis mettez-moi une note s'il vous plaît, ça va aider le podcast à monter et à devenir plus visible. Puis c'est ça, puis c'est une communauté qu'on est en train de créer. C'est un podcast du peuple pour le peuple, donc je le fais pour moi et pour vous. Donc participez en grand nombre, puis n'hésitez pas
à la rendre visible, puis à participer au podcast. Donc, c'est comme ça qu'il va grossir. Donc, j'espère que vous avez été informés. Pour ceux qui n'auraient peut-être pas vu le UFC 252, puis j'attends vos commentaires. Donc, c'était votre host, Sonny, pour De moi à vous, avec Sonny Loubaki, le podcast du peuple. Pour le peuple, fait par un gars du peuple. Peace out.